On arrive au sujet du jour et c'est là qu'on va accueillir Monsieur Alain Fortier. Alain Fortier, il est chargé d'enseignement à l'Université Laval. Il a aussi travaillé ou il travaille encore à l'Université Concordia. Donc, c'est un homme avec 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. Pendant ces 25 ans, il a occupé différents postes de gestion, de fonction conseil ou même d'expert de contenu. Donc, Alain est passionné, je ne sais pas si c'est faux de le dire, Alain, est vraiment passionné par l'univers des métavers. L'année dernière, à pareille date, presque jour pour jour, il nous les avait présentés. Et cette année, la conférence Télétravailler dès maintenant dans les métavers est une forme de suite à ce qu'on avait entendu en janvier 2022. Donc, Alain, je vous laisse le podium. Donc, le micro est vraiment à toi. Le micro est fermé, Alain. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation. La présentation d'aujourd'hui fait suite à la présentation qu'il y avait eu l'année dernière. L'année dernière, on était encore un peu à ses balbutiements. Il y avait plusieurs rumeurs aussi au niveau des métavers. On avait encore beaucoup de choses à s'approprier. Je vous dirais que la présentation d'aujourd'hui se veut un regard beaucoup plus précis sur un segment que les métavers peuvent rencontrer, soit le futur du travail, ou est-ce que c'est possible de télétravailler dès maintenant dans les métavers sans vous brûler de grands punch? Oui, il est possible de le faire, mais est-ce que vous allez passer toute votre journée avec un casque pour faire du télétravail? Est-ce que vous allez être en mesure de trouver tous les équipements ou tous les outils et de les connecter ensemble? Ça peut représenter un défi. Mais au-delà de ça, il y a des réflexions qui sont importantes qu'on doit avoir dans les organisations pour avoir un regard beaucoup plus clair pour que les gens, autant au niveau de l'analyse d'affaires, de l'architecture d'affaires, de l'architecture d'entreprise, soient en mesure d'arriver avec des dossiers d'opportunités, des dossiers d'affaires qui supportent bien ou qui sont en mesure de mieux répondre là, aux besoins ou aux attentes là, des organisations au niveau des métavers. Je me permettrais de commencer pour illustrer que les métavers, ça date depuis quelques années, puisque plusieurs technologies sont arrivées à maturité, ce qui nous a permis d'exploiter ces accélérateurs-là. Mais la réalité virtuelle était déjà étudiée. Donc, vous voyez un peu celui qu'on appelle le parrain, justement, de la réalité virtuelle. Donc, Tom Furness, et déjà à ce moment-là, il se questionnait et amenait l'intérêt de s'intéresser aux réalités virtuelles puisqu'elles laissent un impact, elles laissent une impression beaucoup plus grande, permettent dans certains cas une meilleure appropriation aussi de la formation. On va le voir un peu plus loin. Mais on voit que la réalité virtuelle amène un plus peut être développé et implanté dans les organisations pour amener un meilleur développement. Si on regarde un peu pour la table des masseurs de la présentation que je vais faire aujourd'hui, on va regarder au niveau des espaces à explorer. Donc, quels sont ces espaces-là qui sont explorés? Il y a des espaces de télétravail, des espaces de collaboration, des espaces aussi pour attirer, rétention. Donc, comment on peut valoriser ou mettre de l'avant les métavers comme étant un élément de valeur pour les organisations. Au niveau de la formation, donc c'est un des éléments, c'est peut-être un des endroits qui présentement est le plus utilisé ou le plus avancé. Des nouveaux comportements aussi à développer, donc au niveau de l'identité, de l'inclusion. Donc, tout ce qui est au niveau équité, diversité, inclusion, on a plusieurs réflexions à avoir à ces niveaux-là.
Il y a peut-être des apprentissages ou des éléments qu'on a vus dans le passé qu'on pourrait adopter ou desquels on pourrait s'inspirer pour éviter de revisiter certaines choses là, qu'on a déjà vues. Au niveau de la dextérité, donc la littératie, la dextérité numérique, comment on fait pour rendre beaucoup plus à l'aise les gens pour être en mesure, pas seulement de l'utiliser, mais vraiment de l'inventer, de l'intégrer dans l'ADN de l'organisation. Au niveau de l'encadrement, est-ce qu'il y a un encadrement qui est nécessaire? Est-ce qu'il y a un encadrement qui est souhaitable et qui devrait être souhaité aussi autant par la gouvernance que par la gestion? Des environnements à comprendre, quel type de gouvernance on s'expose, quel type de gestion on retrouve dans les métavers, quels sont les risques aussi auxquels on s'expose. Quel est notre appétit au risque aussi du risque qui nous est proposé et quelle est la maturité aussi là, des différents métavers. Donc, vous avez eu ma présentation, Florence m'a gentiment présenté. Donc, oui, je suis chargé d'enseignement à l'Université Laval. J'étais, jusqu'à tout récemment, en mai dernier, j'étais conseiller en architecture d'entreprise pour une agence de taxation au Québec. Et j'ai fait le passage pour devenir chargé d'enseignement, me permettre aussi de faire plus de conseils stratégiques. Donc, et j'en fais principalement, j'en fais présentement aussi du côté là, des métavers. Formateur, donc il y a le carré des affaires à l'Université Laval. Donc, je fais de la formation, des éléments qui sont très liés au métier de l'analyse d'affaires, donc au niveau de l'architecture d'affaires, au niveau de l'innovation et au niveau de COBIT, donc ce cadre de gouvernance de gestion des TI. Comme conférencier, donc j'agis comme conférencier sur plusieurs tribunes. Ça me fait plaisir, lorsque je suis invité, de pouvoir le faire. Et je tiens à remercier là, IBA Montréal d'avoir accepté de m'avoir invité justement pour faire une conférence de suivi sur ce qu'on avait vu l'année dernière. Je suis membre de conseil d'administration, donc je siège sur un conseil d'administration qui s'appelle BTM, Business Technology Management, donc un conseil d'administration qui se veut pour standardiser ou avoir un meilleur standard pour l'ensemble des universités au Canada. Lorsque vous embauchez quelqu'un qui est un finissant à l'université, d'avoir une formation qui n'est pas identique d'université à une université, mais qui est similaire, qui vous permet de savoir quel type de profil ces gens-là ont obtenu, et aussi pour ISACA Québec. Donc, je siège aussi sur le conseil d'administration de ISACA Québec. À gauche, vous voyez, j'appuie fièrement l'université pour laquelle je travaille, donc la FSA UL Laval, qui s'est classée première aux derniers événements des Jeux du commerce, et aussi l'université à laquelle j'ai étudié, John Molson, qui a fini troisième. Donc, je suis ravi de ce podium-là. Mais je vous présentais ce podium-là aussi pour vous inviter à revenir prendre le temps de venir partager, de remettre à la communauté aussi, de venir faire des conférences dans les cours. Donc, vous proposer comme conférencier, si vous avez une expertise, une expérience à partager, venir redonner aux étudiants. On est une communauté qui est encore très jeune. On voyait tantôt là, 15 ans pour l'IBA, mais de revenir, d'encourager, de partager, soit de quelque forme que ce soit. Donc, je vous propose de devenir comme conférencier dans les cours, mais aussi de devenir coach aussi pour ces équipes-là, d'organiser des événements pour que les étudiants comprennent encore mieux les différents métiers ou l'avenir qui leur est proposé et qu'ils soient en mesure de relever les défis ou qu'ils soient en mesure aussi de choisir les métiers ou l'avenir qui peut être proposé dans notre domaine. Avant de commencer, pourquoi s'intéresser au métavers? Il y a l'éléphant dans la pièce. On ne pouvait pas passer à côté de ChatGPT. Est-ce que c'est encore pertinent de parler de métavers alors que ChatGPT, là, si vous regardez le petit graphique ici, représente lorsqu'on a commencé à parler de ChatGPT, il y a eu une explosion. Est-ce que ça fait que les métavers ne sont plus intéressants? Est-ce que ça n'était qu'une
qu'une vague ou que seulement une vogue, une mode à un certain moment, ben, ChatGPT, ces outils-là vont permettre d'améliorer l'immersion, vont être en mesure d'améliorer aussi les échanges lorsque les gens se déplacent ou les gens vont dans les métavers. Souvent, vous allez avoir des critiques où les gens vont dire qu'il n'y a pas suffisamment de monde. C'est un peu normal. Il y a plusieurs métavers, donc il y a plusieurs endroits où on peut se regrouper. Et les métavers sont ouverts 365, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, ce n'est pas toujours au même moment que les gens vont se retrouver. Donc, les chats GPT ou ces types d'utilisation-là qui génèrent automatiquement des produits vont être en mesure de générer des avatars qui vont être en mesure d'échanger, de dialoguer aussi avec les gens qui vont être présents, vont être en mesure aussi d'alimenter leur base de données, donc être en mesure d'avoir un meilleur échange et une meilleure collaboration. Donc, maintenant qu'on vient de nettoyer, est-ce que c'est encore pertinent de parler des métavers alors qu'on a ChatGPT 3.5? Ben oui, ça reste encore tout à fait pertinent et il va y avoir une contribution qui va être directe de par la nature de ces outils-là. Si on regarde pourquoi ça reste encore pertinent de parler des métavers, puisque plusieurs grandes organisations ont investi dans les métavers. Donc, est-ce que ça a été un grand succès la dernière année? On a vu l'écrasement du blockchain qui était un entrée ou un élément qui finançait beaucoup les métavers. Mais les métavers sont principalement développés là, par des géants du numérique. On va les voir un peu plus loin là, sur une autre slide. Qui sont-ils? Mais les métavers en restent fondamentalement plutôt une combinaison de différents accélérateurs. Donc, si notre plateforme numérique de transformation numérique est stable, et on le voit dans de plus en plus d'organisations, de plus en plus de services, on se rend compte qu'on est en mesure de commencer à aller exploiter des éléments comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, combinés avec les systèmes cognitifs, un peu comme je vous parlais là, précédemment. Donc, on voit qu'on peut être en mesure de commencer à combiner différents accélérateurs, d'avoir des métavers qui sont beaucoup plus vivants, de meilleure qualité. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de la maturité, puisqu'on serait peut-être plus à la première phase des 3 grandes phases là, pour atteindre la maturité pour les métavers. Donc, est-ce que c'est un rappel ou une présentation ou un retour vers quelque chose qui était déjà proposé? Donc, vous vous souvenez peut-être à la dernière présentation, quelqu'un disait oui, mais il y a déjà beaucoup d'autres plateformes qui nous ont permis ou qui nous ont proposé justement d'avoir des environnements où on pouvait se déplacer, où on pouvait échanger. Mais on n'a pas nécessairement eu le succès, on n'a pas nécessairement eu l'adhésion. Ça s'est peut-être réservé à certains groupes. Pourquoi cette fois-ci, on pense que ce serait plus populaire? Bon, on pense que la pandémie va avoir contribué parce que les gens ont exploré ou expérimenté beaucoup plus les outils à distance. On a été en mesure de voir des aspects de la collaboration. On a été en mesure aussi de voir là, c'est une certaine fatigue par rapport à certaines utilisations. On parle même de Zoom fatigue. On parle même pour les gens qui utilisent beaucoup les métavers, on va même parler de metaverse fatigue, donc d'avoir ce trop-plein-là. Mais peut-être qu'une combinaison de différentes utilisations, peut-être une mise à jour serait pertinente. Si on veut voir qui sont les organisations et pourquoi ça reste encore d'un intérêt de parler des métavers, parce que c'est des géants des technologies de l'information là, qui s'affrontent. Donc, on a du côté chinois, donc les BATX, donc les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi,
qui sont des géants au niveau des technologies de l'information du côté de la Chine, sont à développer aussi des modèles très autonomes qui vont moins s'attarder à certains éléments comme au niveau du visuel, mais vont aborder peut-être une ère beaucoup plus fantaisiste, vont l'aborder sur une base beaucoup plus créative. Tandis que de notre côté, du côté des GAFAM, on a une approche qui est beaucoup plus standard où on va vouloir reproduire ou répliquer des environnements. Donc, on va vouloir souvent créer des jumeaux à des environnements qui sont existants. Ça n'empêche pas qu'en Asie, on fait aussi la même chose. La Corée du Sud, avec la ville de Séoul, est en train de reproduire un jumeau de sa ville, mais ça permet beaucoup plus de créativité au niveau de comment l'environnement peut évoluer, comment on peut aussi se déplacer dans l'environnement. Mais lorsqu'on regarde du côté de l'intérêt des gens de s'engager ou d'aller beaucoup plus loin avec les métavers, on voit que du côté de l'Asie, c'est beaucoup plus fort. Si on pense au niveau de la Chine, de la Corée, de la Malaisie, on voit un intérêt qui est beaucoup plus grand que lorsqu'on compare avec le Canada, les États-Unis. La Chine, on atteint même jusqu'à 78% d'intérêt à vouloir évoluer ou naviguer dans ces environnements-là. Il y a eu une annonce en octobre 2022 qui a vraiment bouleversé le monde des métavers où les gens de Meta disaient s'adjoindre avec l'équipe de Microsoft et l'équipe de Accenture. Pourquoi l'intérêt? Pourquoi tout cette bousculade-là autour de ces éléments-là? Ben, Meta, anciennement Facebook, de son côté, va focusser beaucoup de ses activités au niveau des infrastructures, beaucoup plus au niveau de l'équipement qui est disponible pour les métavers. Du côté de Microsoft, on va fournir justement les outils pour permettre d'alimenter, pour permettre de créer des environnements qui vont permettre de travailler, vont fournir des suites bureautiques qui vont étendre certains services qui sont disponibles. Et vous avez la firme de consultation Accenture aussi, qui, elle, a un laboratoire de métavers, donc a distribué aux alentours de 80 000 casques de métavers dans son organisation. À peu près 800 000 employés, donc on voit un peu la proportion, à peu près 10% de la population de l'organisation ont reçu un casque de réalité virtuelle. Mais avec ce casque-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rencontrer leurs supérieurs immédiats, vont commencer à rencontrer les subject matter experts. Donc, s'il y a des experts de contenu qui sont un peu à travers le monde, vont pouvoir déjà commencer à travailler ou à discuter avec eux et vont pouvoir, dans le métavers aussi, mener des ateliers de design thinking, design fiction ou des Kanban. Donc, on voit qu'on utilise vraiment le métavers dans l'ensemble de ces activités. Donc, c'est vraiment une approche où c'est drink your own champagne, où on boit notre propre champagne. Donc, on propose aux clients d'utiliser les métavers dans ces activités, mais à l'interne, l'organisation s'est dotée ou a commencé à utiliser de manière beaucoup plus importante les outils, ce qui amène des nouvelles réflexions, ce qui amène des mises à niveau ou des lumières qui sont mises sur des éléments sur lesquels on devrait s'interroger. Donc, on voit ça, c'est une nouvelle qui a été majeure, qui s'est passée l'année dernière. Ça fait aussi qu'ils vont travailler aussi avec Zoom. Donc, ce qui va permettre, comme vous regardez sur cette image-ci, là, on voit les gens sont autour d'une table à partir de leur avatar, mais permettent aussi la collaboration avec des gens qui sont à l'écran, donc sur Zoom. Donc, on voit vraiment cette collaboration-là. On voit différents types aussi d'environnements dans lesquels les gens peuvent évoluer. Et ici, on voit au centre le end floor. Donc, lorsqu'on parle de ces Accenture, ce plancher virtuel ou ce métavers-là qui est disponible pour l'organisation, on va l'appeler le end floor.
Si on regarde au niveau du métavers, est-ce que ça va complètement renverser? Donc, en début d'année dernière, il y avait beaucoup, on était vraiment dans la phase d'illusion. On se demandait, est-ce que c'est vraiment le nouveau Nirvana? Est-ce que ça va vraiment nous amener, faciliter complètement notre manière de travail? Est-ce que ça va révolutionner le futur du monde du travail? Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on se rend compte qu'on n'est pas en place d'une réelle révolution, mais plutôt d'une évolution. On va parler d'environnement physical, donc où on va avoir une partie qui va être physique, une partie qui va être virtuelle. On commence à avoir des utilisations des codes d'utilisation qui sont intéressants, donc qui ne sont pas nécessairement exploités tous par les organisations, mais on commence à voir les organisations être en mesure de se projeter, de voir quels devraient être les cas d'usage ou les cas d'utilisation dans une organisation. Donc, on voit que le métavers, l'année dernière, on était vraiment dans la phase d'illusion. On avait encore des problèmes beaucoup avec le vocabulaire. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment on va s'organiser? Est-ce qu'on va pouvoir passer d'un métavers à l'autre? Ces éléments-là, on sait que ça va être difficile de passer d'un métavers à l'autre. Tout le monde tend à vouloir développer son petit métavers. Donc, on va parler des métavers. Il y a des métavers privés pour des organisations. Il y a des métavers publics sur lesquels on peut accéder. Et il y a aussi des métavers qui sont fermés. Donc, c'est une application qui nous permet d'avoir un bureau qui est fermé seulement pour notre équipe. Donc, on voit que l'environnement commence à se structurer. On voit aussi que les prix ont chuté de manière très importante. Donc, on est passé dans certains cas, des coûts qui étaient exorbitants. On parlait de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour être en mesure de seulement s'initier ou entrer dans le métavers, puisqu'à ce moment-là, on faisait nos transactions en Bitcoin avec l'écrasement de plusieurs de ces des monnaies. On a vu qu'un rebrassage ou un changement. Si on commence par la partie en haut à gauche, bien, on voit que le métavers ou l'utilisation des casques de VR suit à peu près la même courbe que toutes les autres technologies. Donc, ne se fait pas plus lentement, ne se fait pas plus rapidement. On a vu qu'en Noël dernier, un nombre beaucoup plus important d'applications pour les casques Oculus ont été téléchargés aux États-Unis. Donc, on voit un intérêt de plus en plus important. On voit dans cette section-ci, on voit vraiment l'effondrement des monnaies virtuelles qui ont endommagé ou ont fait que certains environnements de métavers sont devenus orphelins puisque dans certains cas, les propriétaires avaient basé beaucoup de leurs ambitions sur cette monnaie-là qui s'est écrasée et qui les a amenés à revoir à la baisse là, certains de leurs environnements. On pourrait penser à Gather, qui est une des plateformes là, qui était utilisée dans les bureaux. Si on regarde en gauche, en bas, on voit qu'on commence à avoir de plus en plus d'organisations qui se structurent, de plus en plus d'organisations qui trouvent leur compte dans le métavers, autant pour être un acteur dans le métavers que des organisations qui vont contribuer, qui vont développer. On voit on faisait face lorsqu'on est arrivé avec l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle pour accéder au métavers. On arrivait à un deuxième fossé numérique. Donc, vous aviez déjà celui d'avoir accès à un ordinateur, mais là, d'avoir accès à un ordinateur et d'avoir accès à un casque de réalité virtuelle, créer un deuxième fossé numérique, donc empêchait plusieurs personnes d'accéder. Et puisqu'on voyait que ça va prendre à peu près 5 à 7 ans pour avoir une densité ou une adoption suffisamment élevée dans les organisations, parce que les organisations ont décidé, donc quand je vous parlais précédemment des travaux entre Meta, Microsoft et aussi Accenture, c'est de parler de métavers de transition. Donc, d'avoir des métavers qui sont accessibles à partir d'un casque de réalité virtuelle, à partir d'un ordinateur ou à partir d'un téléphone. Donc, ces trois outils-là permettent d'accéder au métavers. Je vous parlais précédemment des accès. Donc, est-ce qu'on accède à partir
d'un navigateur web? Est-ce qu'on accède à partir d'un navigateur dans votre casque ou à partir d'une application dédiée? Donc, ces deux modèles-là existent. Est-ce qu'on accède de manière libre? Donc, il y a des métavers qui sont dits open source, donc qui sont sans frais présentement, donc qui permettent aux gens d'accéder, de se déplacer, de bâtir. Donc, redonne beaucoup de pouvoir aux utilisateurs. Vous en avez d'autres que c'est avec un compte. Donc, vous devez vous inscrire sur chacune de ces plateformes-là. Donc, présentement, avec la myriade de plateformes qu'on retrouve, bien, on se retrouve avec plusieurs comptes, accès ou de l'information qu'on a laissée un peu partout présentement. Et aussi d'autres dans lesquels on doit avoir un wallet, donc on doit avoir un portefeuille pour être en mesure de payer ou d'accéder à certaines activités sur les plateformes. Donc, si on regarde un peu au niveau des espaces à explorer, là, il y a eu une publication qui est sympathique qui dit The Internet is dead, en disant que l'Internet, comme on le connaît présentement, est dans ces derniers jours et on passerait vraiment à cet environnement-là ou à cette approche-là qui serait beaucoup plus dynamique, beaucoup plus ouverte, qui est proposée par les métavers. Si on regarde au niveau des métavers, donc si on veut recréer ou si on veut commencer à télétravailler dans un métavers, est-ce qu'on se doit de reproduire tous les travers ou tous les mauvais éléments qu'on retrouve dans notre quotidien? Donc, n'importe qui est en analyse d'affaires, lorsqu'on parle de transformation numérique ou on commence à parler des processus, on va souhaiter, avant de les rendre numériques ou de les formaliser, peut-être les optimiser, les rendre beaucoup plus intéressants. Donc, pour les métavers, on devrait avoir la même réflexion. Donc, on devrait réfléchir à utiliser des outils ou des environnements qui vont nous permettre justement de tirer le plein potentiel de ce qui nous est offert par les métavers. Donc, pensons à une des applications que j'ai dans laquelle je peux avoir jusqu'à 5-6 écrans autour de moi. Donc, je peux les déplacer. Je n'ai pas à refléter le fait que j'ai 2 écrans chez moi, me limiter à ces éléments-là, mais d'être en mesure de gérer 4-5 écrans, de les déplacer avec mes mains. Donc, de ne pas avoir à être limité ou à essayer de reproduire uniquement ce qu'on connaît. Si on regarde au niveau du télétravail, où tous ces éléments-là vont être basés sur la confiance. Donc, si on veut être en mesure de créer cette nouvelle dynamique, si on veut être en mesure de permettre aux gens de tirer le plein potentiel des métavers, bien, il va devoir avoir une ouverture ou une transparence au niveau de la confiance qui est faite entre les deux parties. Donc, de comprendre que oui, l'employeur doit avoir des outils ou doit gérer ou émettre des lignes directrices au niveau de l'encadrement ou des types de métavers qu'on peut utiliser. Et les employés aussi, lorsqu'il y a un métavers qui est déployé par son organisation, de s'assurer que les mêmes éléments que Privacy by Design ou Security by Design, ces éléments-là ont été vraiment intégrés. Si on regarde au niveau des investissements, donc on voit que cette année, il y a beaucoup d'organisations qui sont encore dans la réflexion. De là, l'intérêt de travailler sur les cas d'utilisation, les cas d'usage dans les organisations. Si on regarde les intérêts au niveau des organisations, donc on voit que l'accueil et la formation sont des éléments qui sont importants. Si on revient à l'exemple que je vous donnais d'Accenture, donc le onboarding, lorsqu'ils reçoivent un nouvel employé, ils lui envoient un casque à la maison et elle est en mesure de rencontrer son supérieur immédiat, rencontrer aussi peut-être son supérieur matriciel, d'avoir justement cette rencontre-là et ces échanges-là. Donc, interact with work colleagues. Donc, les 2 premiers éléments, si on regarde dans l'approche du laboratoire d'Accenture, on va déjà chercher ces éléments-là. Et plus on descend, bien, plus on commence à inclure le client. Donc, on voit que les organisations utilisent principalement ou ont des cas d'utilisation qui sont principalement reliés à leur usage interne présentement.
et on verra justement cette croissance-là ou ce passage-là vers l'inclusion des différentes parties prenantes. Si on regarde au niveau des organisations, il y a des organisations qui ont commencé à regarder, d'autres qui sont en recherche, d'autres qui sont en pause, d'autres qui sont en train de planifier. Donc, les organisations ne sont pas au même niveau présentement. Certaines organisations ont rejeté en bloc l'utilisation des métavers. Certains n'ont pas trouvé de fit ou de lien avec leur organisation, mais il commence à avoir de plus en plus de réflexion de comment cet environnement-là pourrait être un environnement complémentaire aux autres activités. Est-ce que certaines activités qui sont moins riches de par leurs canaux, est-ce qu'on pourrait les transformer? Est-ce qu'on pourrait les amener dans ces environnements-là? Si certains d'entre vous ont participé à des ateliers de design thinking avec Mural ou de ces éléments-là, on est à distance, je vois plein de post-it, je vois un post-it, je vois plein de post-it, je vois un post-it. J'ai quelques échanges quand on me met dans un breakout room avec d'autres participants, mais je n'ai pas cette réelle impression de travailler, je n'ai pas cette réelle impression de présence des autres collègues. Ben, c'est ces éléments-là qui sont possibles avec le métavers. Et plus on va bâtir, plus on va rendre des environnements disponibles pour les employés, plus on va les accompagner, les former, ben, plus il est possible de croire que les gens vont les exploiter. Ça peut servir à la collaboration, ça peut servir à créer des jumeaux numériques. Là, si on regarde la photo en haut à gauche, bien, ça permet de créer des jumeaux numériques. Si on fait de l'entreprise ou de l'usine 4.0, bien, ça permet justement de faire des projections, ça permet de pousser certaines utilisations, ça permet d'avoir aussi des discussions autour de ces éléments-là. Vous avez des applications qui s'appellent comme Noma, qui permettent de voir des processus d'affaires, de les faire crasher, de voir à quel endroit il y a eu les goulots d'étranglement, d'avoir cette possibilité-là de regarder sous différents angles, d'avoir cette capacité de présenter ou de pointer directement à une autre personne avec qui on travaille. Donc, on voit que plus il va y avoir de nouveaux éléments, plus on va adopter, bien, plus il va y avoir de nouveaux codes d'usage qui vont être possibles ou des nouveaux problèmes à résoudre. Donc, présentement, certaines organisations essaient de se projeter complètement dans le métavers, mais n'ont pas nécessairement de réelle motivation, n'ont pas cerné réellement les codes d'usage qui seraient pertinents à l'ADN de l'organisation. Et on voit que cette collaboration-là ne pourra pas se faire nécessairement de manière organique comme la plupart du temps, mais va devoir être un élément stratégique pour permettre, dans certains cas, de garder présente, pensons au casual collision, donc ces rencontres fortuites où on a une discussion à la machine à café, ce qui amène à avoir des réflexions, même chose pendant l'heure du lunch, qui sont des éléments ou des intrants importants pour motiver, pour amener ou introduire l'innovation dans les organisations. Si on regarde du côté du Québec, présentement, on a encore beaucoup de réflexions. On a certaines organisations qui pointent dans le domaine, donc principalement du côté des arts et aussi du côté du militaire. Mais on n'est pas on n'a pas de géants des technologies de l'information pour créer justement ces infrastructures-là ou les mettre en place. On va plutôt être des contributeurs pour le contenu et du contenu de qualité. Donc, si certains d'entre vous s'y intéressent, vous pouvez regarder. Là, il y a un centre d'innovation qui s'appelle ZU, Z-U avec un accent, qui a été mis en place par Guy Laliberté, qui se veut un incubateur ou un accélérateur pour les gens du côté de l'entertainment au niveau des arts, de pouvoir justement accélérer, mais utiliser peut-être de manière encore beaucoup plus productive les technologies immersives.
Si on regarde au niveau de la rétention et de l'attraction, ben, on voit que la génération Z, pour eux, sans contredit, c'est d'un plus grand intérêt. C'est des éléments ou des déclinaisons qui ressemblent beaucoup à des fonctions quand les gens jouent en ligne. J'ai eu la chance de rencontrer différents groupes d'âge au niveau de l'utilisation, mais au niveau de la dextérité de l'utilisation, beaucoup plus rapide auprès des gens de la génération Z, puisque cette combinaison-là du clavier avec le casque, avec les manettes, c'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus intuitive, alors qu'auprès d'autres groupes, on voit que c'est beaucoup plus laborieux. Les gens sont encore dans la réflexion, sont encore à vouloir commander certaines des utilisations. Donc, on voit que c'est très différent d'une équipe à l'autre. On voit aussi que auprès des générations Z ou des milléniaux, on voit aussi le fait de laisser tomber ces manettes-là, puisqu'il est possible, dans certains cas, lorsque vous entraînez suffisamment votre casque de réalité virtuelle, ben, il est possible d'utiliser vos mains pour remplacer justement votre casque. Donc, à force d'utiliser les manettes, on finit par les délaisser à utiliser nos mains qui permettent justement de pointer, de réaliser à peu près toutes les mêmes activités qu'on pourrait faire avec des manettes habituellement. Donc, on voit qu'au niveau des nouveaux travailleurs, ben, il y a des attentes. Ils n'auront pas nécessairement les mêmes attentes lorsqu'ils vont joindre les organisations. Est-ce qu'ils s'attendent à avoir encore leur formation de manière très statique, de manière moins investie? Ben, il risque d'avoir un changement là, important là, au niveau des attentes. On voit aussi que les familles commencent à acheter de plus en plus des casques de réalité virtuelle. Donc, on risque d'avoir la main un peu quelque chose de similaire lorsqu'on a vu il y a quelques années où les gens n'avaient pas d'ordinateur portable à la maison ou n'avaient pas nécessairement d'ordinateur. On commençait à avoir ces outils-là à la maison, commençait à avoir des attentes auprès des organisations et les organisations ont éventuellement migré à adopter ou à déployer encore plus de technologies dans leurs environnements. Donc, est-ce qu'on risque de voir la même chose, un peu comme lorsqu'on voyait du côté de plusieurs gouvernements, les citoyens se plaignaient de dire, mais je peux déjà faire toutes ces transactions-là en ligne, pourquoi mon gouvernement n'est pas en mesure de m'offrir ces services-là? Ben, on risque de voir un peu la même chose au niveau de la réalité virtuelle, réalité augmentée ou réalité mixte. On risque de voir une pression qui va venir du côté des utilisateurs, des citoyens, puisqu'ils vont les avoir adoptés, vont les avoir utilisés dans des transactions ou dans certaines applications de leur quotidien. Si on regarde au niveau de l'utilisation des métavers pour la formation, ben, c'est peut-être un des éléments où on voit des utilisations les plus rapides ou une adoption beaucoup plus rapide. Donc, on voit de plus en plus d'organisations fournir de la formation à partir de ces casques de réalité virtuelle, d'avoir des environnements de métavers qui sont contrôlés, dans lesquels on peut simuler certaines activités, être en mesure de mieux évaluer comment la personne va répondre, être en mesure de l'exposer à différentes choses. Donc, de voir quels sont les comportements, quels sont les réactions. Est-ce qu'il y a certains éléments où on voudrait insensibiliser? Donc, on peut l'utiliser dans pensons, il y a certaines organisations qui envoient des gens dans le Grand Nord. Donc, au lieu de former les gens complètement avant qu'ils quittent, donc vont leur donner une certaine formation avant qu'ils quittent vers le Grand Nord. Et lorsqu'ils vont être dans le Grand Nord, vont envoyer des simulations qui vont être en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent à ce moment-là. Donc, pensons si on se retrouve à des moments où le sol dégèle plus, il y a peut-être plus de rats. Donc, si on a des gens qui font des travaux sur des barrages ou sur des infrastructures, de pouvoir
jusqu'à un certain point, les désensibiliser ou leur permettre d'avoir une réaction qui est beaucoup plus moins vive lorsqu'ils vont voir de la vermine. Donc, ça semble drôle comme approche, mais c'est tout à fait profitable puisque ça permet de justement adapter la formation ou la désensibilisation en fonction du cadre dans lequel la personne va évoluer. Si on regarde au niveau des avantages, donc vous avez, ça c'est des chiffres de PwC, donc les gens sont beaucoup plus confiants dans leur utilisation, sont beaucoup plus confiants dans leur maîtrise lorsqu'ils reçoivent une formation en réalité virtuelle. Donc, si vous avez des environnements qui sont développés ou des métavers qui sont développés pour votre organisation, bien, les gens vont pouvoir gagner ou avoir beaucoup plus confiance dans la formation ou dans les moyens qui leur ont été donnés. Vont avoir une capacité ou vont améliorer leur formation de manière très importante, surtout du fait qu'ils vont être moins distraits. Donc, on voit dans certaines organisations où on va utiliser des casques de réalité virtuelle le matin pour justement limiter tous les autres éléments de distraction. Oui, il est possible d'ouvrir votre casque et d'avoir un pass-through, d'avoir une certaine vue de ce qui se passe autour de vous, mais pour vraiment collaborer, d'avoir un élément qui est beaucoup plus immersif, permet aux gens d'avoir un meilleur focus sur ce qui se passe autour de eux. Et ça peut permettre aussi aux gens de s'évaluer eux-mêmes, de ne pas avoir nécessairement la pression de ses pairs, donc de se voir lui-même évoluer et être en mesure d'avancer. Si on regarde au niveau de l'attention ou des utilisations, on voit beaucoup des utilisations du côté des métiers beaucoup plus techniques. Donc, c'est des environnements où on va être amené à utiliser, à déployer ou à considérer les outils de réalité virtuelle, réalité augmentée ou des métavers. Donc, on va être en mesure de pouvoir les expérimenter. Ça va nous permettre d'évaluer, de ne réduire les risques, d'améliorer ou d'intensifier la formation pour s'assurer d'une réelle appropriation. À la base, il y avait une emphase très importante uniquement sur les compétences techniques. Mais plus ça va, plus on se rend compte que les soft skills ou les qualités personnelles sont des éléments qu'on peut développer de manière aussi probante que du côté technique, lorsqu'on accompagne ou lorsqu'on développe ou lorsqu'on on va architecturer des expériences qui vont pouvoir mettre à profit des soft skills. Donc, c'est un élément qu'on a vu plus au cours des dernières, je dirais, aux dernières années et demie. Donc, oui, il y avait certaines utilisations, mais le développement de plusieurs applications ciblées pour certaines compétences, on voit que ça a exactement le même avantage. Donc, c'est des éléments qui pourraient être considérés dans plusieurs organisations. Je vous ramène à ma contribution là-dedans, j'enseigne à l'Université Laval, comme je l'ai dit précédemment. J'ai reçu une subvention de l'Université Laval pour expérimenter avec les étudiants l'utilisation des métavers. Donc, je me suis adjoint des centres de recherche, dont le centre de recherche, le CERTIA, donc qui est un centre de recherche qui est basé sur les affaires et les technologies de l'information. Donc, avoir cette réflexion-là. On voit de plus en plus de combinaisons, d'ententes tripartites entre le gouvernement, les centres de recherche universitaires et le milieu privé.
ben, le CERTIA se retrouve dans ce domaine-là. La chaire IA, que je vais vous présenter un peu plus loin, et des partenaires au niveau des organisations, donc AWS, KPMG et CGI, qui participent, qui m'ont appuyé là, dans cette proposition-là, et aussi l'agence PIZZA, donc qui est une agence de voyage pour les métavers. Donc, ce que j'ai conçu, c'est que pour la session d'hiver, la session dans laquelle on se trouve présentement, j'ai 2 cours, un au bac et un à la maîtrise, où on va amener les étudiants dans 5 différents métavers. Donc, on va les amener dans un bureau qui a été conçu par une organisation. Donc, on va voir dans leur cas qu'ils ont créé pratiquement un jumeau numérique de leur environnement. On va avoir un centre d'innovation développé par une municipalité. Ça, c'est un élément qui est très intéressant. Ça, c'est un centre d'innovation de la ville de Lyon. Donc, la municipalité avait un centre d'innovation. Pandémie se pointe aussi un peu partout à travers le monde. Les centres d'innovation sont fermés. Les centres d'innovation aussi, pour certaines personnes, sont assez rébarbatifs d'ouvrir la porte, de se présenter dans ces environnements-là. Donc, ce que la municipalité a fait, c'est qu'elle a développé un centre d'innovation dans le métavers pour rejoindre ses citoyens. Donc, on voit que c'est une utilisation qui est beaucoup plus poussée. Donc, je ne fais pas seulement prendre des activités que je fais et les pousser dans cet environnement-là, mais j'utilise justement cet environnement-là pour élargir, pour ouvrir la table ou la portée de mon environnement, puis on va en reparler un peu plus loin. Un espace de vente en ligne, donc un prototype. Encore dans le prototypage au niveau de la vente en ligne, c'est encore assez, ça peut devenir assez complexe dans certains cas. À quel endroit vous avez fait votre transaction, en quel type de monnaie vous devez verser, si vous avez un problème, à quel endroit vous devez vous adresser. Donc, pour présenter aux étudiants, ben, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose qui est en développement. Il y a des règles ou des lois qui gagnent à être mieux encadrées ou mieux structurées, mais il y a de l'intérêt à avoir ça. Un lieu d'exposition ouvert au public, donc d'aller dans des endroits où il peut y avoir des présentations, des endroits où on peut avoir autant des éléments qui pourraient être du côté artistique, peut-être du côté même professionnel ou scientifique. Donc, on pourrait faire des poster sessions dans le métavers. Donc, il y a des métavers qui permettent de supporter ça. Donc, vous n'avez pas à développer les métavers, vous pouvez justement les consommer. Et le dernier élément, c'est un espace de rencontre ou développement développé pour des utilisateurs. Donc, c'est un endroit où on peut rejoindre, on peut être jusqu'à 50 personnes dans un environnement virtuel et se permettre de vivre le métavers. Donc, est-ce qu'il y a des comportements à développer? Est-ce qu'il y a des comportements à changer ou à se sensibiliser? Bien, vous avez aussi des articles dans des journaux qui disent, qui sont assez dramatiques. Est-ce qu'on doit dire adieu au monde réel? Donc, je ne pense pas. Là. Je pense que il va plutôt y avoir une combinaison. Il va y avoir certains éléments. On a peut-être eu la même réaction lorsque l'Internet est arrivé. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est seulement une mode? Est-ce que c'est la fin du monde? Un peu comme ChatGPT dans certains cas. Est-ce que c'est la fin de l'enseignement? Je n'y crois pas. Là. Je pense qu'il y a plein d'éléments sur lesquels on peut travailler puis faire évoluer. Donc, si vous regardez au niveau, là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces environnements-là? Donc, ça, c'est le Second Lab. Donc, c'est vraiment le laboratoire d'innovation ouverte là, de la métropole de Lyon là, qui s'appelle le Second Lab. Cet environnement-là permet aux gens d'évoluer ou de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais les éléments qui sont intéressants ou qu'on peut utiliser au niveau des métavers présentement, c'est au niveau de l'apprentissage, au niveau de la formation. Donc, il y a différents environnements qui nous permettent d'expérimenter ce qui est possible de faire au niveau de la formation.
Il y a même des environnements comme Engage qui reçoit des universités. Donc, sur la plateforme de Engage, vous avez l'Université de Stanford qui s'est installée, qui donne des cours. Donc, si vous êtes membre de la plateforme de métavers Engage, vous êtes en mesure de vous présenter dans certaines classes, de voir certains jumeaux numériques qui sont expérimentés par les étudiants. Mais on voit que les cas d'utilisation, les cas d'usage commencent à avoir de plus en plus d'intérêt, avoir beaucoup plus d'attraction dans l'organisation. On veut essayer de voir est-ce qu'on peut l'utiliser dans des éléments qui vont être à risque contrôlé. Donc, quand on regardait tantôt, les organisations sont plus à expérimenter des éléments à l'intérieur de leur organisation, pas nécessairement rendus à avoir des échanges de rejoindre directement la première ligne avec leurs clients. Si on regarde au niveau des comportements à développer, bien, il y a tout au niveau de l'identité. Donc, comment les gens se représentent? Comment les gens ont fait pour les reconnaître? Est-ce que vous allez avoir une identité pour lorsque vous allez dans le métavers le soir, une identité lorsque vous allez au bureau? Bien, il est possible de croire que ça va être ces éléments-là qui vont être retenus. Le fait de pouvoir s'authentifier aussi, donc qui je suis, déclarer qui je suis sur une de ces plateformes-là, ben, on se rend compte que dès qu'on commence à rendre les accès un petit peu plus complexes, lorsqu'on commence à rendre le contrôle plus serré, ben ça nuit beaucoup à l'expérience des utilisateurs. Les utilisateurs ont tendance aussi à ne pas utiliser ces plateformes-là. Donc, les plateformes qui sont extrêmement sécurisées, extrêmement contrôlées, ont des identités pour leurs avatars qui sont très bien définis, bien, souvent les gens vont les rejeter, vont les trouver beaucoup plus difficiles d'utilisation. Mais si on regarde du côté de l'inclusion, donc si on veut être en mesure de développer des métavers qui sont beaucoup plus inclusifs, qui vont justement éviter de reproduire certaines limites qu'on a eues dans d'autres environnements, bien, on devrait avoir de plus en plus d'équipes multidisciplinaires. Donc, si on développe ou on met en place un métavers dans une organisation, bien, il est important d'avoir des gens qui sont issus de différents environnements, de différents points de vue, qui vont être en mesure de challenger ou de nuancer certains éléments. Si on regarde du côté de Accenture, Accenture a été exposé justement à ce défi-là. Est-ce que les gens, leur avatar doit les représenter exactement comme personne? Et s'ils sont représentés par leur avatar, est-ce que je dois absolument voir leur visage? Donc, il a été conclu que un avatar ou la personne, le visage de la personne, les deux étaient acceptables et l'avatar par lequel la personne souhaitait se représenter était celui qui était accepté par l'organisation. Donc, on a eu à avoir déjà ces réflexions-là. Donc, c'est pour ça il y a de plus en plus de réflexions de dire qu'il va falloir investir du temps pour vraiment bien comprendre qui sont ces avatars-là, comment les gens se projettent. Est-ce que c'est exactement une projection de eux? Vous avez même aussi du côté du commerce, du direct to avatar qui s'est développé. Donc, on a du direct to consumer, donc B2B, B2C, donc tous ces éléments-là. Donc, on a direct to avatar, ça veut dire qu'on va vendre directement des produits ou des services qui sont dédiés à l'avatar, donc à comment vous vous projetez comme avatar, pas à son propriétaire, mais vraiment à l'avatar comme tel dans lequel la personne se projette. Il commence même à avoir des réflexions. Est-ce que je devrais être en mesure d'assurer mon avatar? Est-ce que je devrais être en mesure d'assurer la vie de mon avatar? Donc, si vous jouez avec votre avatar dans certains jeux et votre avatar est tué, est-ce que vous avez la capacité ou la possibilité de le sauver? Est-ce que c'est possible de lui donner des services pour le maintenir en vie? Est-ce que vous allez pouvoir continuer à l'utiliser sur d'autres plateformes?
ben, il commence à avoir toutes ces réflexions-là, un peu comme ce qu'on a du côté physique, ben, on commence à avoir les mêmes réflexions du côté des avatars. Donc, on commence à avoir des questions au niveau du centré sur la personne, donc développer toute cette partie d'empathie. Est-ce qu'on doit aussi refléter ou intégrer certains handicaps que des gens pourraient avoir? Donc, est-ce qu'on doit les refléter auprès des avatars? Est-ce que c'est à propos? Est-ce que c'est pas à propos? Donc, beaucoup de réflexions ou de questionnements qu'on retrouve au niveau de ces éléments-là. Si on regarde au niveau de la dextérité, donc si les organisations commencent à déployer des environnements de métavers, donc on va devoir accompagner les gens, on va devoir les supporter dans leur capacité à autant se déplacer, à comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, on va devoir réoutiller ou reformer certaines personnes, éviter de tasser des gens. Si vous regardez en haut, on voit plusieurs utilisations qui sont possibles ou qu'on peut entrevoir avec les métavers. Donc, on voit au niveau du service à la clientèle. Donc, est-ce qu'on va utiliser des chatbots ou est-ce que ça va être des chatbots qui vont être dans le métavers? Donc, là, on vient de combiner les chatbots, tout ce qui est au niveau des techniques cognitives. Est-ce qu'on va vouloir l'utiliser au niveau de la formation? Donc, tout ce qui sont les éléments de gamification, de ludification, est-ce qu'on va mettre en place ces éléments-là? Est-ce qu'on va commencer à créer des événements aussi dans le métavers? Donc, on commence à avoir de plus en plus de spectacles, on commence à avoir de plus en plus d'événements qui ont lieu dans les métavers. Donc, ça permet d'avoir une plus grande disponibilité. Ça peut permettre, dans certains cas, même de reproduire ou de faire revivre ou de projeter dans une réalité des gens qui sont décédés. Donc, il y a eu Notorious B.I.G., donc un rappeur du East Coast qui a été recréé, reprojeté dans le métavers, alors qu'on a vu très, très peu de spectacles de lui. Donc, on le voit donner un spectacle, on le voit se déplacer, alors qu'on a très, très, très peu de vidéos. Donc, est-ce qu'on va commencer à réécrire l'histoire? Est-ce qu'on commence à modifier l'histoire avec ces éléments-là? Est-ce que c'est différent d'un biopic? Donc, on commence à avoir ces réflexions-là. C'est un article là, qui a été très cité du côté du MIT. Est-ce qu'on est à un moment où on est en mesure de réécrire, modifier l'histoire et que dans certains cas va altérer ou pourrait altérer certains éléments au niveau de la compréhension de l'histoire? On peut le voir au niveau des ventes, on pourrait le voir aussi au niveau des échanges. Donc, je vais vous montrer plus tard là, une organisation qui a décidé de faire des cas d'utilisation avec les étudiants où on va justement avoir ce lien-là de distributeur. Si on regarde en bas, on voit qu'il y a différents outils qui vont être disponibles. Donc, dépendamment des travailleurs, il risque d'avoir des gens qui vont y accéder à partir de leur ordinateur, de leur téléphone, peut-être à partir d'un casque de réalité virtuelle, peut-être à partir de lunettes. Donc, il va y avoir différentes déclinaisons. On voit de plus en plus d'organisations qui travaillent à optimiser, à réduire, à rendre de dimension beaucoup plus normale les casques qui sont, ma foi, présentement extrêmement lourds. On va pouvoir choisir un avatar, donc comment je veux me représenter, comment je veux que les gens me perçoivent. Est-ce que je veux personnaliser? Est-ce qu'il y a certains éléments que je veux projeter ou que je veux ramener ou que je veux inclure dans l'expérience que je fais vivre à mon avatar? Dans quel environnement je veux que ça se passe, autant dans l'environnement dans lequel moi j'évolue alors que je suis dans le métavers, mais des métavers, lequel métavers qui a été choisi, voir quel type d'activité je veux faire et comment je peux être en lien avec d'autres personnes.
Un des éléments aussi qu'on voit, c'est le manque d'encadrement actuel. Donc, l'Interpol vient d'entrer dans les métavers, donc elle est sur 2 métavers. Il y en a une myriade, comme je vous disais précédemment. Donc, quelle loi s'applique? Est-ce que votre propriété intellectuelle existe? Si vous tenez un événement dans ces environnements-là et vous arrivez avec des documents, est-ce que vos documents ou le contenu de vos documents, vous en êtes propriétaire ou c'est le propriétaire de la plateforme qui peut exploiter aussi vos documents? Présentement, ce n'est pas très clair. C'est un peu le Far West. On ne sait pas c'est qui exactement toujours le shérif. Sur certaines plateformes, c'est clair, mais ce n'est pas toujours clair. Et le défi aussi pour la plupart des organisations, c'est que maintenant, plusieurs métavers sont disponibles gratuitement. Donc, si vous n'avez pas de politique organisationnelle, ben, peut-être certains de vos employés sont déjà en train d'expérimenter le métavers avec certains de leurs collègues. Peut-être qu'ils partagent certains des contenus de votre organisation. Donc, c'est des éléments qu'on doit avoir de plus en plus au niveau de l'encadrement. Si on veut voir, que tantôt, je vous parlais justement du Second Lab. Donc, qu'est-ce que ça peut permettre d'avoir un environnement d'innovation dans le métavers? Bien, justement, on a des travaux présentement de lien entre des gens sur le territoire de la France, donc qui sont principalement situés à Lyon et des gens du Québec pour travailler dans un métavers d'innovation, de pouvoir travailler sur un atelier qui s'appelle la désombification du numérique public. Donc, ce qu'ils veulent travailler là-dessus, c'est le fait que beaucoup de matériaux précieux sont utilisés ou des matériaux rares sont utilisés dans nos supports technologiques. Le fait qu'on a des moments où les technologies de l'information, nos supports ont une vie préprogrammée, comment on peut maintenir ça? Comment on pourrait réinventer ou comment on pourrait corriger ce tir-là? Donc, on est en train de regarder pour des gens qui sont du côté de 42 Lyon, 42 Québec. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est possible de travailler ensemble? Il y a le Living Lab de Rivière-du-Loup. Donc, travailler avec les Living Labs, l'ensemble des Living Labs qui existent en France. Voir avec l'Université Laval, mais de rejoindre aussi d'autres étudiants pour expérimenter, pour se rencontrer justement dans un environnement d'innovation. Donc, de faire vivre une expérience dans un centre d'innovation dans le métavers. Donc, de ne pas seulement projeter ou présenter des vidéos dans le métavers, mais vraiment de l'exploiter comme un environnement qui est propice à l'innovation. Si on regarde au niveau des environnements à comprendre, donc si vous voyez cette petite blague de Dilbert, représente aussi encore un manque de formation ou un manque de volonté de partage d'informations dans les organisations et on permet, dans certains cas, des propos là, qui sont malheureux. Mais si on veut commencer à travailler, si on veut commencer à développer les métavers et si on veut les bâtir, il faut vraiment revenir à la base, de comprendre les comportements, les interactions et les manières de travailler. Donc, très, très, très près de la base de ce que les gens souhaitent faire en analyse d'affaires. Mais en plus, si on est en mesure de travailler sur ces éléments-là et de bâtir des environnements de métavers qui sont beaucoup plus inclusifs, un meilleur reflet ou avoir tiré un meilleur avantage là, des apprentissages qu'on a pu faire au cours des dernières années. Si on regarde au niveau de la gouvernance pour les métavers, c'est assez complexe, c'est assez diffus. Il n'y a pas d'autorité comme telle présentement, ce qui amène certains décideurs dans les organisations de remettre ou de repousser l'utilisation des métavers. Mais il y a certains modèles ou il y a certains endroits où on a commencé à développer ou à déployer une meilleure compréhension
de jeter des bases, un peu comme on a fait pour l'intelligence artificielle, de jeter des bases pour être en mesure d'avoir des cadres, profiter des apprentissages, d'inviter des gens issus de divers secteurs pour nous parler du métavers, pour parler des défis ou des ambitions ou des réalisations qui sont possibles. Si on regarde au niveau du métavers, ben, quand je vous ai parlé justement de cette alliance-là qui s'est faite entre ces trois grands joueurs-là, on voit une explosion ou un intérêt grandissant pour plusieurs organisations pour le métavers. Donc, si on regarde au niveau des Gartner ou des Forrester, on voit que c'est un élément qui se retrouve sous le radar de plusieurs organisations. Même si on est dans un contexte ou dans un moment où on sort d'une récession, pas d'une récession, mais bien d'une pandémie, vers une nouvelle réalité. Donc, comment on va franchir cet élément-là, comment on va passer à travers la prochaine récession qui s'en vient devant nous, ben, on voit que de plus en plus d'organisations vont investir dans la transformation et l'innovation. On a suffisamment de données pour dire que si on ne le fait pas dans un moment où on est en récession, ben souvent à la sortie d'une récession, ben plusieurs organisations ne sont plus nécessairement en raccord ou ne sont plus nécessairement au niveau de la pertinence, au niveau de leurs utilisateurs. Donc, on voit que c'est important de commencer à s'y intéresser, de mettre en place peut-être des mesures qui sont plus de défense à court terme, mais de bien vouloir sensibiliser, de rejoindre les employés pour comprendre vraiment les éléments au niveau de la vie privée, au niveau des éléments que ça représente. Est-ce que ça représente que des risques? Ben, il y a certaines personnes qui, c'est sûr, vont amener justement tous les risques qui peuvent être présentés, un peu comme on a pour l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il est nécessaire de beaucoup plus avoir une formation, une forme de transparence, d'initier autant les conseils d'administration, les représentants gouvernementaux que les directions d'organisation pour vraiment les sensibiliser, de s'approprier justement ces environnements-là, éviter que ce soit, on les reçoive en catastrophe, mais qu'on puisse vraiment les approprier, les faire évoluer ou les implanter, les mettre en place là, dans les organisations. Est-ce qu'il y a des réels avantages? Bien, on voit qu'au niveau de la formation, de l'éducation, ce sont peut-être encore les éléments dans lesquels on retrouve le plus d'intérêt, mais il y a beaucoup d'éléments à développer au niveau des comportements attendus ou des approches ou d'une plus grande sensibilité au niveau de la sécurité ou des risques que ça peut représenter. Si on regarde au niveau de la maturité, là, lorsqu'on parle de métavers, là, on est présentement ici. Donc, on est vraiment dans les premières phases des métavers. Donc, on voit qu'on va avoir, on termine à peine là, ce premier segment-là de la première phase au niveau de la maturité. Donc, on a encore de la place pour s'émerveiller, se surprendre, mettre à l'épreuve aussi les codes d'utilisation pour éventuellement avoir une vitesse de croisière qui serait aux alentours de 2029. Mais entre-temps, on voit qu'on doit préparer, on doit bâtir, on doit accompagner, on doit former. Donc, on se doit d'avoir une feuille de route pour nous amener ou pour nous permettre d'avancer vers les métavers. Pour plusieurs organisations, ça va représenter des avantages financiers. Donc, c'est beaucoup plus facile dans certains cas de dire, ah, bien, financièrement, ça va représenter ça, ça va répondre à certaines attentes de nos clients. Mais au niveau des réflexions, au niveau de l'interne, donc une fois qu'on va avoir évalué la partie de formation auprès des employés, quels seront les autres cas d'usage qu'on fera, bien, je pense que c'est là que ça va devenir intéressant. C'est là qu'on va être en mesure de pousser, d'amener beaucoup plus loin la réflexion.
Donc, même si on est à un niveau de maturité qui est quand même assez bas, bien, il est encore d'intérêt d'avoir une veille stratégique, d'expérimenter. Si vous avez un centre d'innovation ou un centre de recherche et développement, de pouvoir déjà avoir adopté, d'avoir une certaine posture au niveau de ces environnements-là. Peut-être qu'on a plus une posture d'observateur, moins de bâtisseur, mais de pouvoir se les approprier et de pouvoir évoluer comme organisation. Si on regarde pour se mettre en action, ben le défi qu'on a, c'est que souvent, on ne veut pas nécessairement explorer les opportunités. On veut essayer d'avoir un coup de circuit rapide. On veut essayer de vraiment amener beaucoup plus loin, alors qu'il y a peut-être des cas d'utilisation qui sont matures. Peut-être que de participer à des événements, participer à des formations, assister à des présentations qui sont faites vont nous permettre d'avoir un meilleur partage, peut-être d'avoir une meilleure compréhension de ce que ces environnements-là peuvent nous apporter. Donc, d'avoir dans notre entonnoir d'innovation le métavers, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement en maturité. On va peut-être avoir certains petits prototypes qui vont être réutilisés, qui vont peut-être être remisés, mais qui font partie du bagage, qui font partie de la richesse des organisations. De commencer à cibler des cas d'usage, des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée, mais pour l'organisation, de ne pas tenter d'importer ou d'utiliser un cookie cutter, d'essayer de trouver une formule gagnante que si je l'adopte dans mon organisation, je vais nécessairement avoir un coup de circuit. C'est vraiment plus d'avoir une réflexion, une réelle compréhension de son organisation. Ça veut dire d'avoir déjà développé son muscle de l'innovation pour l'amener, le mettre réellement là, à profit. Si on regarde au niveau de comment je devrais l'utiliser, ben, c'est sûr qu'il y a des éléments qui sont positifs, il y a des éléments qui sont négatifs. Il y en a qui sont présentés à grand niveau, mais c'est vraiment de comprendre pour notre organisation quel est notre appétit pour le risque ou quels sont les éléments qui sont négatifs ou est-ce que c'est des éléments qui vont se corriger. Donc, est-ce qu'on utilise des approches de design thinking ou de design sprint? Dans ce cas-ci, peut-être qu'on va décider d'utiliser peut-être plus des approches de design fiction, donc d'être en mesure de plus se projeter en considérant que certains éléments vont être à maturité, puisqu'avec les investissements qu'on voit présentement, ben, on voit que beaucoup d'éléments passent à maturité très rapidement. Si on regarde au niveau des tendances ou des éléments, bien, ça permet de voir quels sont les éléments qui sont d'intérêt, quels sont les éléments qui sont exploités aussi par d'autres firmes. Et on voit aussi qu'il y a plusieurs organisations qui commencent à être matures dans ces éléments-là. Donc, si on regarde en tant que tel, les métavers. Donc, est-ce qu'on devrait commencer à développer des stratégies technologiques qui intègrent justement le levier métavers? Bien, tout à fait. Est-ce qu'on devrait commencer à voir comment ça peut être mis à profit pour l'organisation? Tout à fait. Et du même souffle, on va dire, est-ce qu'on devrait commencer à investir? Est-ce qu'on devrait commencer à bâtir nécessairement des métavers? Ben, c'est pas pour toutes les organisations. C'est pas tout le monde qui a la même maturité au niveau de l'utilisation, mais peut-être comme participer à des événements ou à des activités comme il est proposé par le centre le Second Lab qui est à Lyon, donc de participer à des ateliers de design thinking, d'avoir des réflexions sur certains outils, de voir quels sont les usages, de voir quelle est la dynamique, de ne pas seulement rester ou se limiter à sa perception de ce que ça peut représenter, mais de pouvoir réellement exploiter, d'avoir une réelle compréhension de ce que ça peut donner. Et il y a la partie de protéger votre réputation. Donc, il y a des éléments qui sont très importants. Là. Comme je vous disais précédemment, les environnements, il y en a de plus en plus qui sont gratuits. Donc,
des employés bien intentionnés, mal intentionnés pourraient réaliser des activités, pourraient diffuser des documents dans ces environnements-là. On pourrait capturer la voix, on pourrait retranscrire les échanges qui ont été faits. Donc, il y a plusieurs éléments qui gagnent à être amenés au niveau de la sensibilisation puis de la compréhension au niveau de l'ensemble des personnes dans les organisations. Si on regarde au niveau, si on regarde au niveau des utilisations, comment l'université on met en place des activités pour mieux comprendre les environnements. Donc, on va faire des cas d'utilisation, des cas d'usage pour Stratec Surface. Donc, c'est un importateur, un distributeur de revêtement de sol. Donc, achète des tuiles du côté de la Turquie, achète du plancher du côté de la Chine. Revend à des détaillants des produits qui, eux, les revendent aux clients. Mais lui, sa personne qui va réaliser le produit, c'est l'installateur. Donc, il y a un grand intérêt à mieux former les installateurs pour que le client soit encore plus satisfait du produit qu'il a acheté. Donc, vous voyez là, qu'on peut sauter certains intermédiaires, on peut en rejoindre d'autres pour mieux les accompagner, mieux les former, mieux les sensibiliser à comment on veut travailler. Il y a Main Libre, qui est une maison d'édition généraliste spécialisée en romans, essais et bandes dessinées. Donc, de voir quelles sont les déclinaisons, quelles sont les utilisations qui pourraient être faites par une maison d'édition. Donc, oui, il publie des livres. Est-ce qu'il pourrait avoir une partie des manuscrits qui passent par cet endroit-là? Est-ce qu'il pourrait y avoir des expositions? Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième vie qui est amenée à un livre si on le transfère dans le métavers, si on le convertit dans une autre forme? Donc, on voit des utilisations, des cas d'usage qui sont pour les organisations. Puis, on est en train de voir, est-ce qu'il y a un ministère aussi qui pourrait être intéressé à voir comment les cas d'utilisation, les cas d'usage pourraient être pertinents pour un ministère. On a aussi des événements qu'on est en train d'organiser. Donc, quand je vous parlais tantôt de rencontrer des conseils d'administration, de rencontrer aussi des décideurs. Donc, pourquoi les assureurs devraient s'intéresser au métavers? Donc, plus on va développer, plus les gens vont acheter des environnements dans le métavers. Est-ce que c'est des environnements qui sont assurables? Si le métavers disparaît, donc vous avez vu présentement, il y en a plusieurs qui sont disparus, mais dans le futur, si vous avez développé, vous avez bâti un site pour votre organisation dans le métavers, ils font faillite. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez bâti un environnement et à côté de vous vient s'installer une organisation qui serait du crime organisé. On a vu ça dans le métavers. On a vu des endroits où des banques ont développé des environnements dans le métavers et est venu se bâtir juste à côté des gens du crime organisé. Et à chaque fois qu'il y avait des activités à l'intérieur de la banque ou aux abords, ben, ils paralysaient complètement leurs activités. On a eu la même chose lorsque Snoop Dogg, un rappeur américain, a ouvert un site dans le métavers et les gens qui étaient autour ont commencé à se questionner, mais s'il y avait une école à côté, est-ce que c'est vraiment ce message-là qu'on veut lancer? Donc, avoir des réflexions au niveau de l'urbanisme. Est-ce que je peux m'assurer? Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisme autour de ça? Est-ce que ça répond à mes besoins? Comment les gens peuvent accéder ou se mobiliser ou accéder à mon espace? Toutes ces réflexions-là sont ouvertes. Il y a aussi du côté du e-sports, donc tous ces événements-là qui se faisaient dans des grands stadiums aux États-Unis. Ben, on va avoir Carl Edwin Michel et Franck Ponce, un qui est le fondateur de Norton Arena et le doyen de l'Université Laval, avoir une discussion. Qu'est-ce que ça représente les métavers pour le e-sports? Est-ce que je suis en mesure d'accéder beaucoup plus facilement à un événement
ou est-ce que c'est une nouvelle déclinaison? Est-ce que ça remet en jeu toute l'utilisation? Est-ce que toutes les stations de sport sont remises en jeu? On voit au niveau du combat plusieurs activités de MMA dans les métavers. Donc, on voit qu'il y a une réflexion où il y a des règles qui sont bousculées. Bien, ces travaux-là se veulent une mince contribution à ce qui est à ce qu'on souhaite ou ce qu'on souhaite voir dans les environnements. Donc, on vous encourage à faire la même chose comme analyste d'affaires, de vous informer, prendre en considération les deux livres qui, si vous gagnez un des deux livres, de les lire et de voir qu'est-ce que ça peut représenter, quel est l'intérêt pour les organisations et pourquoi on voit de plus en plus d'organisations s'y intéresser. Je ne pourrais pas me le permettre de vous quitter sans vous laisser des éléments clés que je souhaite qu'on a vus. Bon, tout autour, vous voyez les différentes publications qui, à la sortie de l'Internet ou l'émergence de l'Internet, beaucoup de gens s'étaient permis de dire bah, c'est une phase, it's a fad, c'est une mode, ça va passer, c'est une petite tendance, on va oublier. Ben, moi, ce que je vous propose peut-être plus, c'est de se transformer en pleine conscience. Donc, d'avoir de réelles approches au niveau de la veille stratégique, d'avoir justement cette compréhension-là, d'avoir cet accueil-là aussi de ce que ça peut représenter pour les organisations. Donc, pour les espaces à explorer, ben, expérimenter. Commencer à aller visiter des espaces qui sont déjà bâtis. Essayer de voir aussi quelles sont les différentes déclinaisons. Est-ce qu'on s'est simplement limité à faire une copie conforme de l'environnement de travail ou est-ce qu'on fait une copie conforme pour s'en servir comme un jumeau numérique pour pousser plus la réflexion ou est-ce qu'on tire un réel avantage de cette plateforme-là pour aller plus loin? Bien, on est peut-être plus à cette période-là vraiment de pouvoir là, expérimenter. Pour les comportements à développer, bien, accompagner les gens. Prendre le temps d'accompagner, de sensibiliser les gens aussi aux risques, mais au risque acceptable d'utiliser les métavers, d'accompagner, de faire des séances de vulgarisation ou de présenter aussi les casques, ce que ça peut représenter. Si vous regardez en Allemagne, il y a une très, très grande utilisation au niveau des métavers et des réalités mixtes pour accompagner, pour permettre aux gens d'effectuer des travaux techniques. Mais comme je vous disais tantôt, on voit de plus en plus de déclinaisons pour des soft skills. Donc, est-ce qu'on peut travailler sur d'autres éléments? Donc, mettons à contribution les gens dans les départements des ressources humaines, donc de avoir justement ce maillage-là beaucoup plus important dans les organisations. Environnement à comprendre, donc former, bien, ici, là, c'est vraiment de la formation au niveau de la gouvernance, de la gestion de ces environnements-là, de la sécurité, comment on va gérer ces environnements-là, donc de ne pas limiter ou de jouer à l'apprenti sorcier et exposer son organisation à des risques auxquels elle n'est pas prête. Je ne pourrais pas me permettre de vous quitter et de contredire exactement tout ce que je viens de dire. Je trouve très intéressant là, cette citation-là. Trop souvent, les dirigeants d'entreprise suivent la dernière tendance technologique sans se demander d'abord quels problèmes ils veulent résoudre pour les clients. Donc, peu importe le problème, est-ce que c'est un problème qu'on veut résoudre pour les clients et s'il existe même un problème à résoudre. Donc, le but, ce n'est pas d'adopter ou de sauter dans un wagon ou de voir des publicités, d'adopter les métavers, mais bien d'avoir une approche en pleine conscience, de voir les réels avantages, d'avoir une réelle valorisation, une réelle feuille de route pour réussir, pour permettre cette émergence-là du télétravail, parce que même si, vous, comme je vous ai dit tantôt, vous n'avez pas mis en place dans votre organisation, il y a peut-être déjà de vos employés qui travaillent déjà dans le métavers
avec vos informations et vos documents. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation d'aujourd'hui. Donc, je tiens à vous remercier et vous avez le centre de recherche avec lequel je suis le plus affilié, qui est le CERTIA. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation.